Corde est un des plus beaux regrets de ma vie, car c'est bien là ce qui fait l'enchantement de Corde. Tout y est beau, même le regret. Ainsi écrivait Albert Camus, ébloui par cette cité du Moyen-Âge, une sentinelle de pierre qui semble s'accrocher au ciel. À plus de 200 mètres de haut, les cordets dominent les plaines de l'Albigeois. Ce piton rocheux qui fut choisi pour édifier le village en fait un lieu de protection et de rassemblement. Ici, c'était un bastion des cathares. Les cathares qui étaient considérés par les catholiques comme des hérétiques, car ils ne respectaient pas certains dogmes de la religion, comme par exemple la Sainte Trinité. Alors, vous pouvez le découvrir, le village est construit sur une colline, qui était un véritable rempart naturel, auquel on a ajouté, au fil des années, d'énormes remparts fortifiés qui sont arrivés quasiment intacts jusqu'à nous aujourd'hui. Corde est né en 1222 de la volonté de Raymond VII, comte de Toulouse, excommunié comme son père avant lui. La région est en proie aux guerres de pouvoir entre seigneurs locaux, puissance royale et volonté de l'Église catholique de lutter contre toute forme d'hérésie et de rébellion. Le village garde les traces de la présence des cathares, dont il est devenu l'un des refuges. Grâce à ses fortifications, il a su résister au temps comme à l'envahisseur. Ici, au Jardin des Paradis, on retrouve cet esprit du Moyen-Âge où se mêlent science, savoir et merveille. Audrey est responsable d'une association qui fait revivre les plantes et les savoirs botaniques médiévaux. Elle organise des expositions et des ateliers pour partager ses connaissances avec le plus grand nombre. Ta définition du paradis, c'est quoi, ici? Alors, le paradis, ça vient donc de la langue perse et ça signifie enclos, jardin clos, avec une notion aussi de rempart. Donc, à Corde, on est tout à fait Dans le paradis. dans le paradis et dans le sujet. Donc, ce jardin va se présenter comme une succession de paradis, avec chacun une atmosphère, une couleur parfois, des textures différentes durant le cheminement. Alors, comme j'ai la chance d'être au paradis, de mon vivant, j'aimerais que tu me le fasses visiter. Avec plaisir. Ces plantes, aujourd'hui, elles sont décoratives, instructives, mais ça a longtemps été un moyen tout simple de se soigner, en fait. Ah, tout simple, il fallait maîtriser les recettes. Tout simple, oui. Évident, presque, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, c'était la médecine populaire. Ça, c'est une certitude. Donc ici, on a voulu, cette année, rendre lisible un peu cette médecine populaire qui est tombée dans l'oubli avec l'avènement de l'industrie médicale. Mais ici, on a fait donc cette année 2 carrés créés avec des plantes médicinales. Un carré des soins, donc avec la valeur positive des plantes médicinales qui étaient reconnues et non nocives, et les plantes médicinales dites toxiques, qui elles sont aussi des plantes de soins, mais c'est le carré des sorcières. C'est une question de dosage, en fait, c'est une question de terme, c'est une question d'utilisation. Voilà, c'est une question d'utilisation, et on dit évidemment que la dose fait le poison. Après, c'est aussi une histoire de réputation. Curieusement, on a des plantes qui vont avoir une double réputation. Comme celle-là. Comme celle-ci. Alors là, ici, on a la digitale pourpre, bon, qu'on va trouver communément dans les fossés, dans les sous-bois. Je peux la toucher aussi? Dans nos jardins. Vous pouvez la toucher. Ça, elle n'est pas dangereuse au contact pour la digitale. Ce n'est pas le cas d'autres plantes qu'on verra ensuite. Celle-ci, alors ce qui est amusant, c'est que paradoxalement, elle est un poison puisque la digitaline agit sur le système cardiaque, mais le poison n'est pas accessible par contact. Sinon, il y a quand même bon nombre de gens, promeneurs et cueilleurs de champignons, qui seraient morts d'un bouquet de digital. Donc c'est pas le cas. Par contre, ça va être le cas sur des plantes comme le datura. Celle-ci là, le petit arbuste. Alors celui-ci, bon, on arrive là en fin de saison, donc on est surtout sur la fructification. Alors bon. Je veux pas que tu meurs là. Je ne vais pas mourir si je le touche, mais c'est une plante qui va se transmettre, qui va transmettre le poison par toutes les parties de la plante, c'est-à-dire la graine, la feuille, la tige,
les racines. Un contact prolongé va d'abord avoir des effets hallucinogènes, puisque c'est le datura est connu pour ses effets hallucinogènes, tout en sachant que la séparation, la dose, c'est-à-dire l'écart entre la dose hallucinogène et la dose létale est très faible. Donc c'est une plante qui était liée au sabbat, et notamment le fait de voler sur un balai qui n'était pas un fait réel, mais les sorcières avaient cette sensation-là parce qu'elles faisaient des transes hallucinogènes. Ce qu'on qualifiait de sorcières à l'époque, c'est des femmes qui avaient donc un pouvoir, qui étaient dangereuses, parce qu'elles avaient une science, elles faisaient peur, il a fallu les éradiquer en fait. Alors on les a fait taire, oui, on les a passés sous silence, d'une façon d'ailleurs globale et sans discernement, puisque toutes les personnes qui étaient détentrices d'un savoir, même minime, en herboristerie, ou qui simplement avaient un mode de vie différent, ou qui étaient réputés comme étant guérisseurs. Là, parfois, ce n'étaient pas des herboristes, mais des gens qui travaillaient comme les rebouteux d'aujourd'hui, ont été massacrés, ni plus ni moins, parce qu'il faut savoir que les moines étaient quand même les détenteurs d'un savoir médicinal qu'ils ne voulaient pas partager. La juridiction de l'Inquisition va permettre à l'Église catholique, à partir du XIIe siècle, de se doter d'un instrument de lutte contre les déviants, les hérétiques, ceux qui pourraient menacer son pouvoir et sa doctrine. Cordes et ses fortifications ont ainsi servi de refuge à certains de ceux qui se savaient menacés. Patrick Gironnet, architecte des bâtiments de France, n'en finit pas d'étudier l'édification de ce village et de son système défensif. Cette vue de Cordes aujourd'hui, elle est très spectaculaire pour les touristes. Mais à l'époque, c'est une raison stratégique qui a amené le village à être fondé ici. C'était une manière pour l'autorité seigneuriale du pays, à savoir le comte Raymond VII de Toulouse, d'organiser un territoire dans lequel il assure sa protection et il permet à la population, voire à des artisans, des intellectuels, la vie de venir s'y installer et d'y prospérer. À partir de là, c'est donc posé la problématique de l'organisation de la cité dans un système défensif de remparts, des successions de remparts qui se sont organisés progressivement à partir du sommet sur les glacis en contrebas au fur et à mesure des siècles. Et là, l'arrivée se fait par la porte ouest, c'est la partie basse du village. C'est une des arrivées, on est sur les extrémités, c'est-à-dire que le système des fortifications amène des verrous, des entrées principales. Là, ici, celui-là, on l'appelle la porte des Ormeaux, fait partie des systèmes défensifs les premiers du XIIIe siècle, dans les parties sommitales de la cité. C'est la plus vieille partie du village. Oui, là, on est véritablement dans le début de la cité de Cordes. Donc, système de défense, agrémenté de 2 tours de fortification, et vous en avez une à l'ouest, une à l'est, chacune étant à l'extrémité de 2 venelles principales. C'était la petite rue qui sont là. Les 2 rues que l'on a, en fait, ces 2 rues sont conditionnées par le niveau des remparts, au-delà, de chaque côté. Au milieu, il y a un élément qui a été bâti. Là, ce qui est intéressant sur cette façade, c'est qu'on voit bien, notamment dans les parties supérieures, vous voyez l'évolution des fenêtres à meneaux, jusqu'à des fenêtres du XIXe siècle, entourées de grès, qui était la pierre qui était utilisée à cette époque. On retrouve toujours au rez-de-chaussée ces arcatures en arc brisé, qui datent du XIIIe siècle. Donc on a sur Cordes, ici, un mélange, je veux dire, des traces de la superposition des époques et des percements qui se juxtaposent. Et au fur et à mesure que l'on va monter, on va remonter dans le temps aussi. On remonte dans le temps et on va retrouver des édifices médiévaux qui ont gardé leur configuration d'origine et qui font toute la renommée du village de Cordes. En haut du village, les maisons servent de boutique mais aussi de résidence. Les commerçants ont à cœur d'exhiber leur réussite et la mettent en lumière, multipliant les fenêtres sur les façades.
Et on arrive là sur la place de la Halle. Les Halles, magnifique. Les Halles. On est au cœur du dessin de l'urbanisme de la cité avec la Halle. Lieu d'échange, de foire, de marché, de jugement aussi. Une halle du XIVe siècle où on voit, vous voyez ces piliers polygonaux, Magnifique. la manière dont ils sont faits, une charpente qui est quand même assez exceptionnelle. C'est extrêmement bien conservé, hein, tout ça. Parce Oui, qu'on ça a a été, plusieurs siècles d'histoire là au-dessus de nous. Il faut dire que les monuments, quand ils sont utilisés, réutilisés, ils traversent le temps. Les hommes les entretiennent. Donc là, il y a toujours eu de la vie, c'est pour ça qu'elles sont arrivées jusqu'à nous quasiment C'est le intactes centre, aujourd'hui. absolument. Il y a beaucoup de villes aussi dans le sud-ouest de la France où vous avez des halles qui sont au cœur des villages de la cité. C'est un élément essentiel qui est hérité de la tradition médiévale. Avec une lumière magnifique en plus, attendez, bougez pas. Regardez aussi un des éléments de l'architecture de Cordes, le sol. Ce qui est très intéressant dans ces sols, vous voyez, c'est qu'ils sont faits suivant des règles de l'art très précises, avec des bandeaux, avec des panneaux, ce que l'on appelle, entre lesquels on venait insérer des modules qui étaient plus petits. Donc, au même titre que l'architecture, on parle des pavés de cordes, on parle des sols de cordes, et entre autres, notamment, le fameux puits. C'était vraiment une prouesse architecturale, un défi. Il faut savoir que les hommes, quand ils viennent ici, on est sur le Puech, plus d'une centaine de mètres de haut, 110 mètres de haut. C'était quand même l'équivalent du premier étage de la Tour Eiffel. Ils avaient besoin, ils ont été chercher l'eau qui était au fin fond de la vallée où on a la rivière le Sirou. Il a fallu creuser à main d'homme directement dans le rocher, un diamètre intérieur qui a voisiné au début les 2,50 m, qui termine à 1 mètre. La fin du puits, comme on appelle, qui est chemisé à l'intérieur, c'est-à-dire bâti en pierre. On a fait un travail de maçonnerie à Un l'intérieur. travail de maçonnerie à l'intérieur, absolument. Ce puits, en plus du record technique qu'il représente, on dit que lors de la période cathare du village, les inquisiteurs qui sont venus ici auraient terminé au fond du puits. Légende, histoire, réalité, fiction? Il peut ne pas être exclu que dans ces temps lointains, certains ont eu des idées d'une autre utilisation. Et que d'autres aient terminé au fond. Et Absolument. quelqu'un? Oh! Je crois qu'il n'y a plus personne. À Cordes, 18 maisons sont classées au titre des monuments historiques. Depuis 8 siècles, dans ce village préservé, certaines façades portent la marque de l'esprit des cathares ou des alchimistes, les symboles rappelant leur vision du monde et leur quête commune de perfection. Véronique Lana, de l'Office du tourisme, m'aide à déchiffrer ces murs sculptés, uniques dans le sud-ouest. Ici, c'est la maison du Grand Écuyer. Du haut de la façade, ce cheval semble nous observer. Le cheval a donc donné son nom au bâtiment, mais à côté de ça, je vois énormément d'icônes ou de personnages que j'ai jamais vus ailleurs. Ça nous raconte une histoire. Si tu observes ces sculptures, elles vont te paraître bien mystérieuses. Parce que tu verras des personnages hybrides, moitié homme, moitié animal pour certains. Et pour d'autres, on va bien voir, on va bien réaliser qu'ils ont subi une certaine transformation. Et en fait, toutes ces sculptures évoquent l'alchimie. C'est toute une symbolique autour de l'alchimie. L'alchimie, ce sont ceux qui souhaitaient transformer le plomb en or, c'est ça? L'alchimiste, c'est un peu le scientifique au Moyen-Âge. Donc il va travailler sur la transformation de la matière, mais dans un but bien précis. Il veut percer tous ces mystères. Il veut comprendre comment la matière s'est-elle constituée ici sur la Terre. Ça n'a pas dû Oui. plaire au clergé, ça. Et non, justement. Non, ça ne plaira pas au clergé, qui d'ailleurs va condamner les alchimistes, eux aussi, au bûcher. Parce qu'ils vont remettre en question cette théorie de la création de la Terre. Et d'ailleurs, une sculpture qui évoque tout à fait ça sur la façade, c'est la sculpture de cette femme qui croque une pomme. Alors, qui croque une pomme Oui. et qui a une queue de serpent. Ça, c'est que des symboles bibliques, mais qui sont Oui. totalement mélangés. On a réécrit l'histoire. Alors là où on va trouver la contradiction et on va dire un peu la remise en question, eh bien c'est que justement ici c'est une femme qui croque la pomme. C'est pas Adam qui- Et voilà, tout à fait. croque. Donc ceci pour signifier qu'effectivement les alchimistes vont quelque peu remettre en question ces théories religieuses. On va remonter dans le temps parce qu'il y a des traces cathares plus haut. hein. Oui, oui. Donc il remonte au 12e, 13e siècle.
fin XIIIe siècle, Fin début XIIIe siècle. XIVe. D'accord. Une des grandes différences entre la religion cathare et la religion catholique, c'est que les cathares, ils pensaient que l'enfer était sur Terre. L'enfer est sur terre parce que l'homme est ici dans son enveloppe charnelle. Et cette enveloppe charnelle, c'est en fait l'œuvre du mal, l'œuvre du démon. Ça, c'est une façade cathare. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre si on a les codes? Qu'est-ce qu'on peut traduire en langage cathare? Alors, ce que l'on va observer ici, c'est une scène de chasse, apparemment classique, avec des animaux comme le sanglier pourchassé par un chien. On aperçoit également un cerf. À l'extrême droite de la façade, on va retrouver le lièvre, lui aussi pourchassé par un chien. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière ces scènes que tu viens de nous décrire? Quel est le symbole, l'histoire cachée qu'il y a derrière? Nous avons ici tous les symboles rattachés à cette religion, à cette foi cathare. Le sanglier est l'animal de la force et du courage. Alors regardez bien, il est pourchassé par un chien. Ce chien serait l'un des fameux Domini Canes en latin, autrement dit les chiens de Dieu, les chiens du maître. Autrement dit aussi, les Domini Canes sont les frères dominicains. C'est la même qui dirigeait la fameuse croisade contre l'hérésie cathare. Eh bien, cet animal du sanglier va représenter toute la force qu'aura eue la foi cathare pour faire face à la tourmente de la religion catholique à ce moment-là. Et est-ce qu'on peut imaginer que c'est parce que les inquisiteurs n'avaient pas les codes et donc n'ont pas compris cette façade qu'elle n'a pas été détruite et qu'elle est arrivée jusqu'à nous intacte? Et peut-être même qu'ils n'ont pas voulu avoir les codes à ce moment-là, parce que celui qui vit dans ces murs au Moyen-Âge, donc nous sommes quand même déjà au XIVe siècle, eh bien c'est un des riches marchands de la ville. Et à ce moment-là, ce qui aura peut-être le plus d'importance, c'est en fait les affaires. Ignorant les symboles cathares, les inquisiteurs ne voulaient voir que des devantures de commerce. Ironie de l'histoire, la maison du grand veneur se dresse juste devant l'église. Jamais conquise, Cordes, comme tout le comté de Toulouse, perd son autonomie pour rejoindre le royaume de France en 1370. Le village est prospère, un pied dans le tissage et l'autre dans la vigne. Nous sommes au nord du vignoble de Gaillac qui s'étend sur 2500 hectares. Depuis le Moyen-Âge, la vigne est l'objet de tous les soins. En témoigne Robert Plajol, fils et petit-fils de viticulteurs. Là, on est sur vos terres, sur vos vignes d'ailleurs, qui ont un passé qui remonte très loin, parce que c'est un des plus vieux vignobles de France. Oui, enfin, plus vieux vignoble de France, certainement, puisque 4 siècles avant Jésus-Christ, nous avions déjà de la vigne qui était plantée dans toute la région. Ça vous donne une sacrée responsabilité, vous dites donc à chaque fois que vous mettez un nouveau pied de vigne, là, il y a 2500 ans d'histoire. Alors, cette vigne, je la dois à mon père quand même, qui avait conservé les cépages donc, qui n'avaient pas été attaqués par le phylloxéra. Il a eu le réflexe et l'intelligence de garder les vrais vins d'autrefois que buvaient les cathares, puisque on a toujours dit les cathares avaient une discipline de vie et ils consommaient, ils étaient végétariens, et ils consommaient du poisson, ils ne consommaient pas de viande, etc. Ils ne buvaient pas de vin. Si, les cathares buvaient du vin. Ici dans la région, quand les bons hommes se promenaient et allaient dans la campagne pour répandre leur doctrine, ils étaient reçus chez l'habitant et forcément, ils buvaient du vin, certainement fameux. Les propagandistes du catharisme avaient une appellation ici qui était assez singulière parce que c'était les pataris. Pataris qui viennent de Patarès, qui marchaient à pied donc, qui battaient la campagne. Et c'est le patari, quand j'étais petit, on me disait toujours, si tu n'es pas sage, je te ferai emporter par le patari. C'est quand même un terme qui est resté 8 siècles après. Ça, c'est phénoménal, je trouve. Alors que la religion a totalement disparu. Et la religion a totalement disparu, tout a disparu, sauf ce terme qui est resté et que je trouve, dans mes souvenirs d'enfance, assez marquant, parce que, évidemment, j'avais une sainte peur de me faire prendre par le patari.
Et là, il y a une bonne odeur qui nous accueille. Oui. C'est plus une odeur de bois d'ailleurs qu'une odeur de vin. Oui, c'est plus l'odeur du bois, du vieux bois, parce que c'est demi-muit. Des demi-muits. Demi-muit. Le muit, c'est un récipient qui, théoriquement, doit contenir environ 700-800 litres. Et le demi-muit, c'est, bon, par voie de conséquence, c'est la moitié plus quelque chose, puisqu'on est à 600 litres de contenance. C'est très très rare, moi j'en ai jamais vu d'aussi gros, des barriques comme ça. Ah, ça, c'est ce qu'on appelait autrefois la vaisselle vinaire. C'est le nom donné à tous les récipients qui contiennent le vin. C'est la vaisselle vinaire traditionnelle de notre région. Ce récipient a cette particularité de pouvoir conserver des vins un certain temps sans pour autant lui donner ce qu'on appelle vulgairement le goût de planche. C'est-à-dire que le mélange se fait de manière harmonieuse. Et c'est une vaisselle vinaire qui est utilisée ici depuis le Moyen-Âge. Ils ont quel âge vos demi-muits là? Parce qu'ils sont patinés par le temps. Ils ont entre 60 et 80 ans, au moins pour cela. Des demi-muits qui ont une certaine durée de vie qui est à peu près la même que la nôtre dès lors qu'on se soigne normalement. C'est-à-dire que vous avez presque le même âge qu'eux? À peu près. Et vous êtes en aussi belle forme qu'eux? À peu près. Je vais me souvenir de vous et de vos demi-muits. À Cordes, on travaille une vigne héritée du Moyen-Âge, et l'on vit toujours dans les maisons de cette époque. Des générations d'hommes semblent s'être succédés pour protéger ce patrimoine. Pascal Varingot est compagnon du Tour de France et maître de chantier. Avec son équipe, il a restauré bon nombre d'édifices médiévaux en respectant les règles de l'art et les techniques de l'époque. Salut Pascal. Salut. Ça va bien? Très bien. Vous êtes en train de faire quoi? Alors je taille une patte d'oie. Dans la taille de pierre, il y a des noms un peu animaliers qui viennent souvent du Moyen-Âge. Ça va être pour incruster les pierres les unes dans les autres, c'est ça? Non, c'est creusé. L'autre pierre est creusée, la même chose. Ouais. Et donc elles sont côte à côte, comme si on avait des sucres les uns à côté des autres, mais comme il n'y a plus de place, ces petites rigoles vont permettre à la laitance, donc au coulis, de descendre et de bloquer complètement les plans de joint. C'est vraiment comme des petits canaux. Je viens de comprendre. Voilà. Je viens de comprendre. Tu mets les deux côte à côte et ça rentre dedans. Ok. Parce que moi, je Exactement. pensais que c'était décoratif au départ. Pour revenir au village, Cordes a été construit il y a 800 ans pour les premières pierres. Comment est-ce que le savoir-faire d'il y a 8 siècles est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui? Le tailleur de pierre ou le maçon qui restaure du patrimoine comme le patrimoine cordais n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On doit avoir de toute façon dans notre casse à outils les mêmes outils que nos anciens, parce que quand on remet une pierre, il faut qu'elle s'accorde au parement avoisinant. Les outils qui sont derrière toi, c'est des outils moyenâgeux? Alors, oui, surtout un qui est magnifique, c'est celui-là. Un très beau taillant ou laye. Hein. On parle de layage. Layer les pierres, c'est les surfacer. Et là, ici, on a un calcaire aussi, mais très ancien de pays. Et là, quand on regarde les traces d'outils, quand on regarde ces traces d'outils ici, mon taillant, il a la même trace, quoi. Ça, c'est les pierres du village? Oui, c'est des pierres de jambage gothique. C'est vraiment du grès de pays, du grès qui vient de Saint-Marcel, qui est près d'ici et qui est un des premiers villages cathares qui sera tombé lors de la croisade. Et les habitants de Saint-Marcel sont venus après se réfugier aux environs de Cordes. Et les comtes de Toulouse vont créer Cordes en 1222 pour abriter les populations du coin derrière des murs plus solides que ceux de Saint-Marcel. Finalement, c'est toi et les compagnons qui avaient la lourde charge de permettre à Cordes d'appréhender l'avenir. Ça continue. Il y a toujours des jeunes ouvriers qui ont cette fibre, cette philosophie, et je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Les racines de Cordes sont dans le Moyen-Âge, mais l'avenir est assuré. Il me semble. En tout cas, les bâtisseurs ont fait de notre mieux pour que ça perdure, quoi. Grâce à la transmission de ses savoir-faire, Cordes continuera longtemps à rendre hommage au Moyen-Âge où se croisaient alchimistes et cathares. Ils cherchaient le ciel et l'ont effleuré à Cordes, dans ce village forteresse au plus près des nuages. C'est pourquoi depuis 1993, Cordes s'appelle Cordes-sur-Ciel.